Bonsoir et bienvenue à l'émission Tour de table. Ce soir, j'ai une thématique qui m'intéressait. Je vous ai parlé au cours de mes émissions des thématiques qui m'intéressaient. Donc je m'intéresse à beaucoup de choses dans la vie. Et puis le jeu vidéo fait partie de mes centres d'intérêt. Je suis pas un geek du style à jouer, je sais pas, 12 heures par jour. Pas vrai, pas du tout. Mais j'ai de l'intérêt pour ça parce que je trouve qu'il y a des choses intéressantes à retirer des jeux vidéo. Et c'est pour ça que ma thématique de ce soir est de vous éclairer un petit peu et vous amener à réfléchir un petit peu sur l'univers des jeux vidéo et puis peut-être faire tomber des préjugés qu'on peut avoir sur le gaming en fait. Et il y a toujours un côté ludique là-dedans qui m'intéresse. Et pour ça, j'ai des invités ce soir qui vont être hyper intéressants. Donc j'ai hâte qu'on échange sur la thématique. Donc je vais commencer avec mon invité de gauche. Je vais le laisser se présenter. Donc je t'en prie, présente-toi. Bonjour, moi c'est Yann Courroy. Dans le fond, je suis un passionné d'événementiel. Je fais ça depuis 2019 environ, puis on a commencé à faire des événements de jeux vidéo dans la région de Thetford. C'est les Metalan. Il y a plusieurs événements qu'on fait aussi au travers de tout ça. On a fait avec le cinéma Pigalle, on en fait. Il y en a eu un ici à la Maison de la Culture. OK. Fait en gros, c'est ça. J'aime l'univers du jeu vidéo, puis on a amené ça à Thetford, dans le fond. Super. Je trouve que c'est bien parce que ça amène une autre facette à la belle région de Thetford. Exactement. C'est pour faire connaître ça à un public plus large aussi. Parce que c'est quand même les jeux vidéo, ça a souvent été un tabou, puis nous, on essaye de faire connaître ça du mieux possible. D'une autre manière. Ouais. Parfait. Donc, à ta gauche à toi. Yes, moi je me présente, Stéphane Couture. Je suis coordonnateur des programmes de sport électronique au Cégep de Thetford. Ça va être à ma 5e année présentement, ma coordination, avec les équipes de compétition. C'est vraiment, quand on parle de sport électronique, on parle vraiment de compétition réelle, c'est-à-dire que là, c'est peu juste on joue dans notre cave pour s'amuser, c'est là, on amène une discipline de travail, on amène une discipline de pratique. Donc, il y a une forme de coaching derrière oui, ça aussi? Oui, tout à fait. On a des entraîneurs pour chacune des disciplines. Quand on dit discipline, on parle de jeu. Fait que, il y a des entraîneurs pour chacune des disciplines. On a des entraînements physiques. On a une supervision aussi au niveau de la ligue, au niveau de la réussite académique, parce que, évidemment, là, on parle ici au niveau collégial, donc il faut que les étudiants soient en réussite académique pour continuer à participer à ce genre d'événement. D'accord, oui, c'est bien pensé, je trouve. Oui. Ouais. Parfait, merci Stéphane. Donc, à ma droite, toi, t'es mon petit candide, fait que je te laisse te présenter. Ben moi, je m'appelle Antoine, j'ai 13 ans, puis je suis joueur de jeux vidéo. Fait que t'aimes ça. Oui, j'aime ça. Je suis passionné de jeux vidéo, en fait. C'est ça. C'est important que tu sois là parce que d'avoir ton regard et puis comment tu le vis toi, tu sais, Ouais. c'est une réalité. Puis je trouve ça intéressant. Merci de ta participation. Et à ta droite, à toi. Ben, moi, c'est Patrick, propriétaire de Kingsville Informatique, maintenant, nouveau nom, KVIX, service informatique. Bref, un passionné de gaming, quelqu'un qui, depuis plusieurs années, bâtit des machines pour le gaming, connaît la spécialité en arrière, les joue depuis l'âge jeune homme ici. Ouais, c'est ça. Donc, une belle expérience derrière Effectivement, le cornet. il y a quelques années d'expérience, plus, je connais un petit peu l'hardware. Je vais être le gars à venir voir là, pour l'hardware qui va être en arrière de ces machines-là pour justement expérimenter le gaming en bonne et due forme. En bonne et due forme. Merci Patrick. Là, moi, ça me fait plaisir de vous recevoir tous les quatre ici. Et puis, je vais y aller un peu comme un candide, on va dire, mais le jeu vidéo peut faire peur. Pour certaines personnes par rapport au fait de la déconnexion de la réalité. Puis derrière tout ça aussi, il y a quand même la technologie qu'il y a derrière tout ça, oui. que toi tu pratiques quand même bien à un bon niveau. Oui, je pense que... Oui, je sais. Fait que moi, pour revenir à ma question, disons sur ce que j'aimerais qu'on échange, l'impact des jeux vidéo sur les jeunes actuellement, c'est quoi exactement le positif comme le négatif? Qu'est-ce qui pourrait être enlevé comme préjugé sur le fait que il y en a certains qui vont dire ouais, on les abrutit avec des jeux vidéo, c'est pas du tout ça, je pense. Mais comment on pourrait déconstruire ça? Ben, je pense que à la base, tu sais,
l'image qu'on a tous de dire, OK, c'est un jeune qui joue aux jeux vidéo, il passe ses journées là-dessus, il n'a pas d'avenir, il mange tout croche, il va manger des chips. L'espèce de nerds qu'on connaît enfermé dans le cave, qu'on représente depuis 30 ans, je pense qu'on est vraiment loin de la réalité actuellement aujourd'hui, en 2023, de dire que ça ressemble encore à ça. 2024, oui, effectivement, là, je suis perdu le fil des années. Mais oui, c'est ça, tu sais, je pense que on est rendu plus loin que ça. Hein. Le jeu vidéo a évolué aussi depuis les 40 dernières années. Puis je pense que la demande de joueurs aussi est différente aussi. Fait que je pense que de dire que c'est un préjugé, de dire OK, ils n'ont pas d'avenir, non, c'est pas vrai. Il y a beaucoup d'avenir. Puis il y a des façons de le développer à travers le jeu et à travers aussi l'industrie du jeu vidéo autour de ça. Oui, c'est parce que ça crée beaucoup d'emplois, les graphismes, les gameplays. Ça prend une équipe, mais qui est énorme dans un jeu vidéo. Puis c'est des professions qui sont l'avenir en fait pour les années futures en fait, qui est une manne en fait, on le voit surtout. Puis le Québec aussi quand même bien situé quand même avec Ubisoft, donc qui est quand même un gros joueur là-dedans. Puis on voit la qualité aussi. Hein. Moi, je suis un utilisateur, hein, donc je le vois. Puis au travers de ça, il y a des événements comme toi, Yanko, que vous avez créé avec Meta. Et c'est quoi que tu vois là-dedans, toi? C'est par rapport aux jeunes que tu vois. Tu me dis que c'est ta 4e année que vous... Oui, depuis 2019, on a fait notre premier événement, genre à peu près un mois avant l'arrivée du COVID. Puis notre but à partir de là, c'était vraiment de rassembler. Tu sais, il n'y avait pas ça dans la région. Il y avait beaucoup d'amateurs, on en connaît, beaucoup qui jouent aux jeux vidéo. On savait que le cégep allait partir leur programme e-sport. Fait qu'on a travaillé un peu avec eux pour amener un événement, faire un style de publicité. Ouais, comme un pont, une transition pourrait peut-être amener à mieux comprendre l'univers du gaming. Puis, tu sais, comme les adultes ou les autres jeunes qui connaissent pas ça beaucoup puis qui ont justement le préjugé, peuvent venir à notre événement, voir, participer. On a des commerçants locaux qui viennent, venir les encourager, puis en même temps, regarder notre événement de jeux vidéo, puis qui voient vraiment c'est quoi. C'est pas du monde qui mange des crottes au fromage, qui reste là, puis qui s'occupe pas d'eux autres nécessairement. C'est tout des gens qui ont envie de performer dans ce qu'ils font, dans les compétitions aussi. Il y en a qui ont juste envie de s'évader dans leur monde, relaxer un peu, changer d'air. C'est ça qu'on voulait montrer avec nos événements, dans le fond. C'est ça, j'aime bien ce que tu dis, parce que tout à l'heure, en discutant tout à l'heure avant l'émission, moi, ce que j'aime dans le gaming, je suis pas un grand gamer, mais dans les jeux que j'aime, c'est parce que ça m'évade. Puis moi, j'aime tout ce qui est en lien historique. Évidemment, l'univers d'Assassin's Creed est quelque chose qui m'interpelle beaucoup, parce que c'est historique, il y a des vrais faits. Puis c'est bien, je trouve, dans l'histoire. C'est important aussi qu'il y ait une histoire. Puis il y a un côté ludique derrière. C'est ça que je trouvais bien. Je dis, en même temps, les jeunes qui vont apprendre ça, il va peut-être apprendre son histoire, il va apprendre des choses. Donc, il y a un côté aussi intéressant là-dedans. Pas uniquement que du combat, de la violence, mais parce qu'il y a de la stratégie. L'univers du gaming est vaste. Énormément vaste. Et puis, je veux dire, on embarque, tu as tellement d'univers différents aussi que tu peux embarquer. Tu veux quelque chose d'un petit peu plus coloré, tu vas vers les Mario Bros, que on s'entend depuis, ça fait, t'en as pour 30 ans, c'est ça, 30-35, t'es quasiment 40 ans, là, d'univers que tu peux voir, de différentes histoires, puis avec l'évolution qu'il y a. Après ça, tu as les grands thèmes photos, que oui, si on veut de quoi d'un petit peu plus violent que les Mario, mais reste que tu as un univers en arrière, tu as plusieurs différentes histoires, plusieurs personnages, puis ce qu'il faut pas oublier, là, avec ces univers-là, les jeux sont devenus comme une extension au film, si on veut. Tu deviens acteur, en fait, du film que tu... Exactement. Tu vas justement tu vas aider à faire l'histoire, tu vas participer à créer ton propre film, en réalité. Là. C'est pour ça que moi, j'adore ça, c'est que t'évades, c'est pas juste comme écouter un film, juste rester là, rien faire, c'est que tu vas évader en même temps d'être actif, de faire quelque chose au travers, d'être obligé de penser, ton cerveau n'arrête pas, tandis que quand tu écoutes un film, ton cerveau, généralement, tu vas arrêter, tu vas tomber en mode veg là, assez rapidement. Ça dépend des types de films. Il y a des films qui t'amènent à réflexion, qui t'amènent à réfléchir. Mais c'est pas le cas de tous les films. Ça dépend de ce que tu recherches aussi au cinéma, puis de tes intérêts. Mais reste qu'il y en a pour tout le monde. Mais l'avantage du jeu vidéo, je suis assez d'accord, c'est que tu es acteur de ce qui se passe dans
dans le jeu. Puis après, tu peux aller faire ta propre compétition vers toi-même parce que ça m'intéresse. Moi, c'est tout nouveau pour moi, e-sport. Tu sais, au niveau, ça fait comme tu m'as dit 5 ans à peu près. Oui, ça fait 5 ans que je m'occupe du programme ici au Cégep de Telford, mais ça fait déjà plusieurs années que je suis dans les communautés de sport électronique. Okay. Ça fait 25 ans. C'est ça. Puis peut-être que, par exemple, un lambda qui ne connaît pas ça, un sport électronique, c'est quoi exactement? Oui, bien là, tu sais, je ne veux pas rentrer dans le débat de dire est-ce que la compétition de jeux vidéo est un sport, parce qu'il y en a plusieurs qui vont dire non, c'est pas un sport, vous faites pas d'exercice physique, vous dépensez pas d'énergie. Si on y va. On dépense de l'énergie quand même. Oui, c'est ça. Puis si on y va au sens large, quand on dit un sport, c'est une compétition. Une compétition, que ce soit individuelle ou en équipe, qui font affronter 2 ou plusieurs équipes à la fois ensemble. Donc, si on ramène ça au niveau du jeu vidéo, ben c'est absolument valide. On a toujours un côté, mettons, A et un côté B qui vont s'affronter. On va regarder, mettons, les Super Smash, bon, qui ont toujours 2 côtés. Fait que c'est le même principe. On va avoir on va avoir une compétition, une création de compétition à ce niveau-là. Donc, les joueurs qui doivent participer à ces compétitions-là, il faut faire la différence entre le gaming naturel, où ce qu'on dit, on veut s'évader, on veut s'amuser. Ça, c'est du gaming. Quand on parle de e-sport ou de sport électronique, bien là, on dit, là, on est rendu à un niveau de discipline. On est rendu à un niveau où c'est un joueur de hockey qui s'entraîne. Bien, c'est la même chose pour un joueur de e-sport. On s'entraîne, on se prépare mentalement, on doit assurer des stratégies, on doit connaître les contre-coups et ainsi de suite que l'adversaire peut nous proposer là-dessus. OK. Puis c'est uniquement sur ordinateur ou sur console? Il y en a sur console. Nous, ici, au Cégep de Telford, on se limite vraiment sur ordinateur PC. Mais évidemment, à travers le monde, il y en a sur console, il y en a même sur mobile maintenant. Fait donc, il n'y a plus aucune limite au niveau de la compétition électronique. Puis parce qu'en fait, pour quelqu'un qui était néophyte là-dedans, au niveau de la technologie, toi, Patrick, t'es dedans, tout à l'heure, tu me parlais d'hardware, tout ça, tu sais, mais ça se traduit comment l'évolution là depuis que toi tu as commencé à gamer, depuis que tu as commencé dans l'informatique et que tu as monté ton entreprise, mais tu sais, comment tu la vois l'évolution, la complexité par exemple? Écoute, c'est sûr qu'au niveau de la complexité des jeux, on a parti de des jeux que c'était simplement des pixels qui se promenaient d'un bord à l'autre de la map. Maintenant, on a un univers complet, au lieu d'être juste des niveaux fermés, tu as généralement des cartes qui sont 2D, ouvertes. 3D, Tu peux te promener où est-ce que tu vas aller. Si tu veux faire du vélo, tu peux faire du vélo, de la moto, ou du bateau. Peu importe, à peu près tous les jeux, maintenant, on dirait que au lieu d'être plus fermé, c'est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus... comment que je pourrais expliquer ça? Bref... au final, juste la complexité d'opérer, là, on recule d'il y a 20 ans, nos PC avaient besoin de peut-être 1 GHz maximum pour opérer avec une petite carte graphique qui avait 8 MB de mémoire. Aujourd'hui, on va parler des cartes avec 24 gigabits de mémoire, ce qui est énorme. On va aller chercher des processeurs qui ont des cadences très rapide, généralement aux alentours de 4 à 5 GHz, juste pour pouvoir runner certains jeux. Fait que c'est sûr que, quand on parle des sports, c'est un petit peu moins gros, généralement, que les gros jeux immersifs, mais les jeux immersifs sont rendus tellement lourds. C'est ça. Donc là, c'est parce que au travers de ça, il y a le côté du coût que ça a, que même, tu sais, pour un jeune qui va triper là-dessus, s'il veut avoir accès à peut-être des jeux c'est parce que ça va super vite, tout va vite. Hein. Tu achètes un ordinateur aujourd'hui, il est déjà obsolète parce que il y a déjà quelque chose qui va sortir dans 6 mois qui va être... Ça a déjà été plus vrai qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, généralement, on est bon pour avoir du matériel qui a 2 ans, généralement, quand même suivre avec l'actualité. Mais écoute, fut un temps, là, je recule début 2000, c'était justement le principe. Je prends le premier ordinateur, je l'avais acheté aux alentours de 2004. Bâti l'ordinateur, 3 mois plus tard, obligé de commencer à changer les pièces dedans parce que je suis plus pour les jeux qui sortaient que je voulais commencer à jouer. Je me rappelle aussi dans ces années. C'était de toute beauté dans ces années. Oui, parce que ça demande quand même un investissement. Surtout, pour les gens qui ne savent pas trop, soit on est sur une console de jeu, donc ça va être Xbox, ça va être PlayStation, Wii, peu importe. Puis il y a le côté plus l'ordinateur, disons, plus un ordinateur, une tour. Parce que, quoi qu'il y a des portables maintenant qui sont plus performants. Beaucoup plus aujourd'hui que dans le temps. Encore là, on voit avec le ralentissement de l'évolution des besoins et du fait qu'on essaie de s'arrimer pour qu'on ait les mêmes jeux au niveau console qu'au niveau ordinateur.
je crois que c'est ce qui a aidé à balancer le fait qu'on est capable de maintenant aussi jouer en mode portable. On a des appareils comme le Steam Deck qui vient d'être lancé, qui est un appareil portatif. Pour ceux qui connaissent le Nintendo Switch, c'est très semblable. Par contre, contrairement au Nintendo Switch, on est ouvert au catalogue des jeux vidéo qui sont disponibles sur PC, ainsi que les jeux e-sports là, comme Counter-Strike ou autres sont maintenant disponibles, fait que le monde peut jouer on the go, là, si on veut. OK. C'est parce que là, moi, il y a beaucoup de choses que j'apprends en même temps, puis je me rends compte que ça part. Waouh! Tu sais, c'est vraiment ça a gros. changé énormément. Et ça, à dire, c'est vraiment la dernière année là, qu'on voit la portabilité là, devenir une priorité dans le gaming. Parce que, bon, quand Steam a lancé justement le Steam Deck, il y a Asus qui a lancé le ROG Ally, qui est un compétiteur, si on veut, au Steam Deck, très semblable, encore une fois, à Nintendo Switch. Il y a Lenovo qui a lancé le Legion Go, qui est encore là quasiment une copie conforme au Nintendo Switch, si on veut, parce que tu as les manettes même qui se déconnectent avec un petit... On peut le mettre là, de côté, vraiment jouer à une table, partir facilement, ramasser ça. Et encore là, c'est que c'est des ordinateurs complets sur un format Nintendo Switch. Donc, écoute, on a maintenant la possibilité là, de gamer partout ce qu'on veut. Reculons encore une fois de 20 ans. On avait nos Game Boy, puis on était limité sur le type de jeu qu'on pouvait jouer. Aujourd'hui... puis il y a l'accessibilité via le net, en fait. Exactement. Oui, c'est bon que tu en parles, parce que justement, quelqu'un qui n'a pas une grosse machine, quelqu'un qui a peut-être un système plus vieillissant, voudrait jouer à des jeux qui sont un petit peu plus récents. Il y a des services de streaming de jeux vidéo maintenant qui existent. Exemple à la GeForce Now de NVIDIA, qui est, ne serait-ce pas parfait, mais très fonctionnel pour quelqu'un qui voudrait s'immerser. Je prendrais pas quelque chose dans une solution de ce genre-là dans l'e-sport. Non, l'e-sport, non. Mais tu sais, c'est ça. Il y a la Xbox Game Pass aussi qui est disponible maintenant, qu'on peut avoir accès facilement à travers même des télés intelligentes. Fait que donc, c'est des technologies qui sont rendues faciles d'accès sans même avoir un ordinateur ou une console à la maison. Exactement. Puis, là, Antoine, moi, je vais te poser la question, est-ce que tu arrives à suivre là-dedans? Tu sais, t'as 13 ans, tu commences à t'aimes le gaming, c'est ça? Ouais. Puis, est-ce que... Moi, j'ai juste savoir... À ton âge, est-ce qu'on est... parce que là, Patrick, il va quand même loin, tu sais, dans l'explication. Est-ce que toi, tu es au courant de tout ça, déjà? Dans ta génération, est-ce que vous suivez? Pas toutes, mais quand même un peu, là. Tu sais, je sais comment ça marche, mais pas autant que Patrick, là. C'est sûr que non, là. C'est sûr que j'en ai fait un petit peu d'expertise, c'est normal. C'est ça. Ouais. Mais toi, c'est quoi ton intérêt dans le jeu? Qu'est-ce que tu retrouves comme plaisir dans le jeu? Qu'est-ce que tu recherches dans le gaming? Ben, pas mal tout. Tu sais, j'aime ça faire des compétitions pour me forcer, pour gagner, mais j'aime ça, tu sais, jouer avec mes amis juste pour le fun. Tu sais, j'aime à peu près tout. OK. Que ce soit juste pour jouer tout seul, c'est pour m'évader, j'aime ça aussi. Pour jouer, faire des compétitions avec mes amis, tu sais, pour essayer de gagner. Ouais, aussi. Mais juste jouer avec mes amis pour le fun aussi. C'est ça, j'aime tout C'est ça. là-dedans. Puis ça, je trouve ça intéressant parce que souvent, on occulte le fait de plaisir qu'il peut y avoir. Oui, le plaisir, il y a un peu les côtés de compétition, puis c'est pour ça le côté e-sport m'interpelle dans le sens où c'est quand même une compétition, puis ça amène une discipline. Puis tu sais, de l'entendre, tu sais, lui, il n'est pas dans l'extrême, peut-être comme vous, dans votre expérience de gaming, ou moi, je ne suis pas un grand gamer, mais il reste que... je trouve qu'il couvre les deux, parce qu'il parle de plaisir, il parle de compétition, jouer avec ses amis. Donc il y a un côté qui est quand même positif là-dedans. Mais il y a du négatif aussi. Oui, donc, ça serait quoi le négatif? Mais tu sais, à l'école, il y en a qui dorment pas la nuit pour jouer. Voilà. Il y en a qui dorment pas, là. Ouais. Ça, c'est le côté, Puis, il faut faire attention. Puis, est-ce que vous voyez, là, ce dérapage-là pour l'excès, autant dans les événements méta, que toi, en e-sport, vous devez les cadrer quand même pour leur expliquer que, oui c'est compétitif, mais... C'est parce que là, tu peux pas empêcher quelqu'un qui va triper là-dessus. C'est sûr qu'on peut pas empêcher un joueur de dire, OK, mais quand il arrive chez eux, de dire, OK, arrête de jouer, ferme ça. Non. Malheureusement, on peut pas le contrôler. Mais c'est sûr qu'on essaie toujours d'inculquer la bonne valeur, de dire, OK, tes heures de jeux vidéo, fais-les de qualité et non pas de quantité. Fait que donc, au niveau de la compétition, c'est qu'on dit aux joueurs, donne-toi 110 ou à 120 pendant les 3 heures d'entraînement qu'on a besoin.
puis après ça, prends un break. Fais autre chose. Fais tes devoirs, fais avance sur autre chose. Plutôt que... Sors dehors, va voir le monde aussi extérieur. Puis plutôt que de faire, OK, ben là, pour te venir à ce niveau-là de joueur, il faut que tu passes les 120 prochaines heures que faut que tu fasses, il faut que tu les fasses dans la prochaine semaine. Non, ça donne rien. Ouais. On veut que les 3 heures que tu investisses à toutes les fois que tu vas pratiquer soient performantes, plutôt que donner un demi-rendement. Donc, il y a un côté quand même de sensibilisation, de responsabilisation dans la gestion du temps. Oui. Puis c'est bien que ça soit enseigné, je trouve aussi, parce que pour éviter justement, parce que c'est facile de rentrer là-dedans, puis perdre la notion, parler de talent, perdre la notion du temps, tu sais plus. Exact. Comme avec tes enfants, ils font la même chose, et tiens, pareil. Exactement. Donc, mais il ne faut pas oublier au travers de ça que, on essaie d'inculquer les bonnes manières au travers de ça, mais les jeunes, au travers du jeu vidéo, des fois, essaient de trouver une solution à leur solitude qu'ils ont à l'école. Parce que oui, il y a un côté derrière ça aussi qui est... C'est ça, tu sais, on a aussi, tu sais, il y a des mauvais côtés aussi au niveau du jeu vidéo. On peut voir la cyberintimidation, on peut voir la solitude, l'isolement, on peut voir les problèmes aussi de dépression, parce qu'on n'est plus capable de reconnecter avec la réalité. Fait qu'il faut contrebalancer ça, à quelque part, et bien contrôler les heures de jeu qu'on donne à nos enfants, ou même les heures d'écran, même, en réalité. Exact, oui, tout à fait. Ben, c'est justement ce sujet au niveau de l'éducation, justement... contrôler ça. Puis comment tu le vois, toi, dans les événements? Parce que tu dois avoir un œil observateur quelque part quand il y a un événement comme ça. Parce que là, tu les vois, puis ça vient un peu de partout, en fait, de ce que tu disais tout à l'heure. Oui. Pas uniquement que du gaming. Comme e-sport, là, c'est comme assez spécifique. Ils doivent aller ils sont là aussi. Oui, ils sont là dans les événements. Ils sont dans les événements. Mais le panel que tu vois, tu sais, c'est quoi le portrait un peu que tu pourrais faire, c'est objectivement? Il y a beaucoup plus de participants, mettons, qui viennent pour les compétitions, mais il y a beaucoup de monde qui viennent justement pour participer à l'événement, vivre le feeling d'être entouré de gens qui ont la même passion, le même trip qu'eux. Puis on a des gens cette année qui ont descendu de la Gaspésie. Là. Ils ont fait tout le voyage pour venir au cégep. C'est cool. Ils ont fait c'était un 30 heures ou un 32 heures d'affilée. Ils n'ont pas dormi. Ils sont repartis. Ils ont fait le 30 heures sans arrêt. Ça, par contre, c'est peut-être pas bien. Non, ça vient que... C'est ça. Mais les premières années de LAN, comme ça, ou d'événements comme ça, qui étaient faits par le NTS ou par d'autres événements qu'on avait, on avait le LQJR, je pense il y a 30 ans, là, de ça, quand j'ai commencé. Puis c'était ça. On arrivait avec des gros écrans CRT qui pesaient une tonne. Ben, c'était dur à transporter. Puis on arrivait, puis on tripait en gang parce qu'on se rejoignait tous ensemble. J'étais propriétaire de centres de jeux en réseau à Québec dans les débuts des années 2000. C'était la même chose. Les jeunes arrivaient, puis on voulait se retrouver en équipe. On voulait sortir justement de la maison pour se retrouver en équipe, puis vivre au travers de la communauté. Il y a un côté positif que ça, de rassemblement, de partage de passion, puis on s'entend qu'il y a toujours la dérive négative, un peu comme disait Antoine, il peut y avoir un côté obscur. Il y en a toujours, mais c'est de trouver le juste équilibre, parce que il y a le côté de la technologie qui va super vite, qui est attrayante pour le jeune aussi, de dire, moi je vais travailler pour me payer ça. Une fois qu'il l'a, il en oublie de travailler, puis il se met dans une situation. Donc, c'est sûr qu'il y a deux côtés à la médaille. Je pense que c'est comparable à l'alcool ou au jeu, au casino. Ça fait partie ça crée des dépendances, c'est ça. Fait que, tu sais, faut juste... En mettant un cadre correct autour des jeunes enfants ou des adolescents qui évoluent à travers ce monde-là, en mettant un cadre correct, ça les aide à évoluer correctement aussi à travers ça et éviter ce genre de problème-là de dépendance. Mais est-ce que notre société actuellement, par rapport ne serait-ce que ce qui est bien déjà avec e-sport, c'est que dans votre mandat, il doit y avoir une part de responsabilisation. Oui, donc, je trouve ça positif. Est-ce que ça ne serait pas de l'inculquer beaucoup plus tôt dans les écoles, d'amener à l'expliquer? C'est pas d'interdire. On sait que ça fait tout l'effet inverse. Et quand tu interdis quelque chose à quelqu'un, il va vouloir le faire. Moi, je suis le premier à faire ça. On le voit présentement qu'il y a beaucoup plus d'éducation au niveau secondaire, même primaire, présentement, au niveau du temps d'écran offert aux étudiants, puis la sensibilisation au travers de ça. Mais au-delà de ça, il y a des réglementations aussi gouvernementales qui sont appliquées. On la regarde au niveau secondaire. Si je me rappelle bien, c'est le règlement 25 point quelque qui empêche justement les commissions scolaires à investir pour les activités parascolaires au niveau du jeu vidéo. Donc, on ne peut pas intégrer des activités de jeux vidéo directement par le biais des commissions scolaires dans les écoles. Si les écoles en ont, c'est vraiment un développement local, mais c'est contrôlé d'une certaine façon. Et encore une fois, ils sont intégrés via, mettons, la Ligue par la Fédération de sport électronique du Québec. C'est ça, puis avec une forme de pédagogie derrière. Exactement. Il y a toujours une pédagogie au travers de ça, parce que les entraîneurs qui sont formés pour
contrôler ces jeunes-là au travers de leur discipline, nous affaires même, que ce soit au niveau secondaire ou collégial ou même universitaire maintenant, c'est que ils ont une formation de pédagogie, ils ont une formation aussi d'encadrement pour détecter des problèmes. Est-ce que il fait-tu de la dépression, il abuse-tu? Okay. On essaie d'avoir toujours un peu cette pédagogie-là au niveau des étudiants, puis de bien comprendre ça aussi. Non, mais je trouve ça bien. C'est important. Ben, c'est pour ça que vous êtes invité aussi par rapport à ce que vous amenez, que les gens comprennent ça aussi, que c'est quand même pris au sérieux, puis faut l'inclure dans le futur, c'est ça aussi. Ça va faire partie, puis toi, tu le vois, notamment toi, avec le matériel que tu vends, que tu répares, et puis en lien avec les besoins, parce que quelqu'un qui veut voir avec un ordinateur, c'est soit parce qu'il est infecté, soit il a un problème. Souvent, il veut l'upgrader parce qu'il veut gamer. Exact. Puis c'est ça que tu vois le plus, j'imagine. Je te dirais, là, en ce moment, dans mes ventes machines là, au magasin, c'est généralement aux alentours d'une 60% qui va être côté gaming, et la balance des ventes de machines, ça va être pour monsieur, madame, tout le monde. J'ai peut-être sous-estimé le chiffre là, qui est pour du gaming, parce qu'il n'y a pas grand machine vendue, construite chez nous qui se vendent sans une carte vidéo. Fait que justement, la preuve est, dès que tu as une carte vidéo dans un ordinateur, ça veut dire au moins un minimum de jeux vidéo qui va être inclus. Mais t'as pas besoin d'un si bon ordi si t'es pas pour jouer au encore là, ça dépend qu'est-ce qu'on joue. Ça dépend qu'est-ce que tu fais. C'est certain que si on joue à Counter-Strike Source, on ira pas chercher, parce qu'il y a encore des joueurs de sports qui sont mordicus sur Source, même si Go et CS2 maintenant est là. Là, t'as pas besoin de la grosse ordi. Même CSGO, à la limite, ou CS2, t'auras pas nécessairement besoin de la plus forte ordinateur sur la planète. Puis des titres e-sports, en général, tu n'auras jamais besoin d'avoir la plus forte machine. Par contre, c'est quand tu vas embarquer dans les titres un petit peu plus immersifs, là, je vais regarder là, des titres AAA, c'est là mon défaut, et que j'ai plus le temps de les regarder, j'ai plus le temps de les suivre, fait que j'ai plus de noms là où. Il y a Starfield qui était sorti dernièrement. Merci, Starfield, même Star Citizen. Star Citizen. Oui, c'est ça. Puis t'avais, City Skyline 2, qui sont des jeux un peu plus énergivores. Là, c'est sûr que c'est des machines qu'on va intégrer des gigantesques cartes. Et quand je dis gigantesques, aujourd'hui, là, c'est des maillotches de cartes vidéo. Là. Dans le temps, c'était des petites cartes à peu près longues de main. On est rendu avec des cartes qui peuvent prendre le volume d'un boîtier. Là, quand même assez ça prend vraiment, ça prend la tour. Là, t'as pas ça dans un portable. Non, c'est ça. Puis c'est rendu des systèmes qui grugent beaucoup aussi au niveau énergie. Bon, on n'en parle pas. Là. Quand on est rendu avec des blocs d'alimentation de 1000 watts pour faire tourner un ordinateur pour jouer. Le chauffage est assuré dans la pièce. Le chauffage, il est assuré dans la pièce, oui, effectivement. Mais au final, non, c'est ça. Je suis comme un petit peu personnel. Non, mais c'est parce qu'en fait, en lien avec les jeux, parce que, en fait, dans le gaming, il y a plein de choses. Là, c'est sûr qu'on rentre plus dans le e-sport, ce que tu parlais, les jeux que tu parles, il y a les jeux immersifs, mais derrière le jeu aussi, il y a la petite madame là, qui joue à solitaire, qui va jouer à des mineurs, qui va jouer. Ça fait partie du jeu vidéo, ça. T'as pas dire parce qu'il est dans le cellulaire, il est le Tetris, ces choses-là, parce que c'est toujours d'actualité. Tout le monde à un moment donné joue au Tetris. Moi, ça m'arrive, je joue au Tetris parce que j'aime ça. Je pense que c'est ça qui arrive aussi. Là, monsieur, madame, tout le monde aussi aujourd'hui, faut le dire, reculons encore une fois d'il y a 20 ans, c'était pas commun de voir les gens plus âgés de jouer un petit peu, mais aujourd'hui, tout le monde a son téléphone, tout le monde a sa tablette, tout le monde a son Spider solitaire ou Candy Crush, ou encore là, ça fait partie, on peut englober ça dans le monde du gaming aujourd'hui. C'est parce que ça en fait partie quelque part. Tu sais, c'est ça que je voulais voir, puis je voulais voir, toi, est-ce que ce type de jeu-là, tu les connais, tu y as déjà joué? Solitaire, tout ça, pas vraiment, mais... C'est des jeux mobiles, j'en ai joué. Puis les jeux mobiles, ils ont beaucoup évolué. Il y a des jeux mobiles qui rentrent dans l'e-sport, c'est rendu là. Ouais. Qui a des méchantes compétitions mondiales avec des gros... Parce que j'ai vu aussi que sur un iPhone, il y a des quantités de jeux. Là, quand je vois je veux ma nièce, il m'en montre, je ne sais même pas qu'il existait, moi. Mais on regarde les titres comme Resident Evil qui ont été lancés là, pour le 15 Pro puis le 15 Pro Max. Il y avait d'autres titres qui sont quand même à des jeux assez volumineux. Puis quand on dit, on est rendu vraiment... on parlait tantôt des ordinateurs, des petits ordinateurs portables. L'iPhone lui-même, aujourd'hui, on peut quand même le considérer comme un ordinateur aussi puissant que n'importe quel ordinateur qu'on pourrait mettre
Ouais. Donc, ils sont capables de supporter les jeux et ils sont capables d'avoir des graphismes qui sont... C'est ça, parce qu'ils les adaptent aussi. Ils arrivent à les adapter à la... Mais ils vont sortir Call of Duty Warzone sur mobile. Ben, moi, je joue déjà présentement en compétition sur Call of Duty, sur mobile, puis c'est déjà jouable. C'est ça, là. Puis les finales sont jouées au mois de décembre pour ce jeu-là, sur mobile. Ça s'est joué en Allemagne. Il y avait 3,2 millions de dollars US pour la première équipe. Wow. Donc, on parle de grosses bourses, là, rendu là, pour la compétition. Mais non, c'est énorme. C'est ça. Il y a des compétitions. Si t'es bon gaming, joue pour l'auto, fais ça, puis tu vas peut-être... T'as plus de chance. Mais il y a des gens qui comptent bien leur vie avec ça. En 2023, je sais que l'industrie du jeu vidéo était l'industrie qui était du divertissement la plus créative le plus créative. Le cinéma. Je suis pas surpris parce que ça fait partie d'une réalité mais je pense qu'elle peut se rejoindre avec le cinéma dans le sens où, comme tout à l'heure, tu parlais que tu es acteur d'un film quelque part. Mais... Quand on parlait justement, ça m'a fait penser. J'ai joué au dernier jeu Avatar dernièrement. Puis le jeu se passe entre Avatar 1 et 2. Okay. C'est comme un entre-deux. C'est ça. Mais ça, je trouve ça m'intéresse. Je trouve ça intéressant parce que... Il a fait la même chose avec la Matrice aussi. À un moment donné, il y avait eu une espèce de MMO de la Matrice entre la Matrice 2 et 3, genre. Oui, parce que souvent, là, c'est bien que vous amenez ça parce que souvent, il y a des films du gros budget, il y a un jeu qui sort. Souvent, les jeux sont poches. Excusez-moi, sont pas super bons. Non, parce que c'est des jeux de promotion. Hein. C'est ça. Fait que... mais il y en a certains qui vont se démarquer un petit peu du lot, mais ça va jamais être des jeux où tu fais... Tu sais, celui avec le film, c'est toujours décevant, je trouve. Il y a quelque chose de décevant. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Ça dépend. Maintenant, je dirais que c'est moins pire un peu. Ouais. Mais il y a quelques années, quand je travaillais, moi, dans le domaine de l'industrie du jeu vidéo à Montréal, on en faisait justement des jeux comme ça pour Disney, pour Marvel, même quand ils lançaient un nouveau jeu ou une nouvelle dessin animé, il fallait sortir un jeu pour le web ou ainsi de suite. Là, c'était des petits jeux un petit peu, ce qu'on appelait un petit peu jeu poubelle. Ouais. Fait qu'on met un jeu sur un site web, vous jouez au jeu en attendant que le film sort, et après ça, quand le film sort, OK, c'est la promotion, puis c'est les affaires qui lancent. OK, c'est dans ce sens-là. C'est ça. Fait que c'est des jeux un petit peu plus poubelle à ce moment-là. Tandis que là, aujourd'hui, on a un jeu qui est vraiment comme... Il parlait d'Avatar, puis moi je ne connaissais pas le jeu Avatar, mais il m'en a parlé, il m'a donné. Avatar, Matrice ou d'autres jeux, Suicide Squad, des affaires comme ça, qui vont emmener un élément d'histoire qu'on n'a pas connu dans les films. Mais qui fait la transition. Qui fait une transition ou qui vient faire une complémentarité de l'histoire en tant que telle. Fait que ça vient intéressant. Mais encore là, est-ce que les producteurs de ces jeux-là vont les faire correctement, vont les réaliser correctement? Là, malheureusement, des fois, on a des bons coups ou on a des mauvais coups, encore une fois, des producteurs. C'est ça, c'est pas tout des South Park. Les jeux vidéo de South Park, justement, ils ont bien réussi ce point-là d'intégrer la série, une fin de saison, continuer l'histoire au travers d'un jeu et de recommencer une saison au niveau de la télé, là. Qui se suivent et que tu peux comprendre, tu vois des éléments du jeu vidéo réincrustés dans la série. Ouais. C'est vraiment pas tout. Et là, je vais prendre un autre exemple là, de très bon jeu qui a sorti basé sur un univers d'un film, et c'est Hogwarts Legacy, là, qui est basé dans l'univers d'Harry Potter. Incroyable. J'avais vu les previews, j'avais regardé, puis j'ai pas joué, hein, mais... il vaut la peine. Il vaut la peine. Il vaut la peine, oui. Oh, oui. En tout cas, ce que je voyais, ça avait l'air... Voilà. Ouais. Mais je trouve ça intéressant parce qu'en fin de compte, ça va permettre peut-être, ça pourrait être un moyen d'éviter que le cinéma, parce que le cinéma, moi je serai toujours quelqu'un qui va aller au cinéma, j'aime le cinéma. Le cinéma mais avec les d'auteur. plateformes de streaming, Netflix, tout ça. C'est ça. C'est dur, mais les plateformes, ils s'adaptent aussi. Hein. Tu sais, t'as des formats cinéma, maintenant, quand tu vois sur les plateformes, des films qui vont sortir sur la plateforme, sont bien, quoi. Mais je pense que les deux univers vont s'entremêler à un moment donné. Puis on le voit déjà avec Netflix ou avec Prime, parce que c'est des compagnies qui déjà offrent des services de streaming de jeux vidéo au travers. Fait que donc, on va voir plus en plus des productions Netflix qui vont être financées par Netflix pour le film et pour le jeu vidéo en même temps, qui vont se retrouver sur la même plateforme. Prime, du côté Amazon, est le même principe un peu. On va voir beaucoup des films qui vont être financés par Prime, par Amazon, mais qu'après ça, ils vont développer via la plateforme. Puis surtout, c'est ce que tu disais tout à l'heure, que ça fait partie d'une industrie qui est les plus rentables. Là, puis cette fusion-là, je pense qu'elle est intéressante. T'sais? Puis autant que nous, comme consommateurs, que pour l'industrie, parce que ça... Comme on parlait tout à l'heure, en antenne, on parlait des doubleurs, qui font c'est parce que c'est des comédiens qui font les personnages dans les jeux vidéo. Oui, tout à fait. Fait que c'est super. Ça touche vraiment une industrie qui est vaste quand même. Absolument. Puis après, les mettre en place avec toute la technologie, justement pour que ces jeux soient abordables. Parce que le but, c'est ça, c'est de trouver comment le diffuser au plus de personnes possible, évidemment. Parce que si ça reste qu'une élite qui peut jouer à certains jeux,
parce qu'il y a que qui peuvent avoir, ça va être limitant. Mais je trouve ça la force quand même des jeux, de cette proximité quand même, parce que pour faire e-sport, dans les jeux que vous utilisez, vous, c'est quoi le type de jeu que vous utilisez pour e-sport? Il y a différents types de jeux qui peuvent être utilisés au niveau du sport électronique. On va voir des jeux de tir à la première personne. C'est celui-là qu'on va voir avec le fusil qu'on va tirer, en réalité. Donc ça, c'est comme Call of Duty. Call of Duty, Counter-Strike, on va les voir. Valorant, Overwatch, c'est traditionnel, premier tir à la première personne. On va voir après ça des jeux à la troisième personne, un peu plus comme Fortnite. On va les voir ou Division ou d'autres comme ça. Parce que Fortnite, il est dans e-sport. Oui, maintenant, on peut considérer comme un e-sport parce qu'il y a beaucoup de compétitions qui sont faites à travers Fortnite et qui sont disponibles, puis qu'on a quand même des Québécois qui performent quand même relativement très bien présentement et qui gagnent un très beau salaire présentement avec ça. Mais avec Fortnite, il y a des cash cups qu'on appelle, que c'est des compétitions que tout le monde peut s'inscrire. Puis que tout le monde peut gagner. Il faut juste. C'est des compétitions un peu plus amateurs. Mais il y a quand même, tu peux gagner une coupe de milliers de dollars pareil. C'est ça. Okay. Fait que donc, il y a quand même beaucoup d'argent qui sont investis au niveau du sport électronique. Puis au niveau des types, après ça, on tombe dans les types de stratégie. Bon, on va avoir du League of Legends, on va avoir du StarCraft, on va avoir aussi des jeux de cartes un peu plus comme le Hearthstone, qui ressemble un peu au solitaire, mais en combat de cartes un peu plus à la Magic the Gathering. D'accord. Donc, il y a différents types de jeux qu'on va voir au niveau des compétitions. Puis encore là, il y a des joueurs qui vont être engagés par des entreprises qui vont devenir professionnels, qui vont avoir un salaire, qui vont être... Ils vont être testeurs ou ils vont peut-être te mettre pour aider à développer les jeux parce que par rapport à leur performance... Même en tant que joueur professionnel, on va avoir des équipes qui sont formées. Je vais faire un comparatif. Les Canadiens de Montréal ont une équipe avec 23 joueurs qui sont salariés à plusieurs millions par année. Au niveau e-sport, on est rendu au même niveau depuis 20 ans comme ça. À travers le monde où on a des équipes qui sont financées, qui sont commanditées, puis ils ont des montants assez faramineux. On a, exemple, on a une Québécoise ici, Stéphanie Hervé, qui a été 5 fois championne du monde au niveau du jeu Counter-Strike. On a Guillaume Patry, qui a été 4 fois champion du monde à StarCraft, qui a gagné sa vie, qui est resté à Séoul pendant plusieurs années. Fait que donc, on a quand même des champions ici au Québec qui ont gagné quand même très, très bien leur vie pendant plusieurs années avec ça. Oui, puis eux participent à l'évolution des jeux aussi, j'imagine. Parce que à ce niveau-là, pour être rendu à ce niveau-là quand même de perfection, de performance, de la performance là, parce que là, mais ils peuvent participer à améliorer. C'est peut-être pour ça qu'on a des meilleurs gameplays. En fait, tout est lié, en fait, j'imagine. Ben oui, parce que, tu sais, il y en a plusieurs qui, même que, tu sais, en tant que joueur, vont amener le développeur à faire évoluer son jeu, évidemment. Mais il y en a d'autres qui vont, même, comme tu disais, qui vont travailler avec le développeur directement. On parle de Stéphanie Hervé, qui travaillait déjà chez Ubisoft comme designer là-bas. Et après ça, s'est emmené vers la compétition un peu plus, mais à continuer à faire évoluer les jeux à travers son expérience de gaming professionnel. Il y en a d'autres, malheureusement, qui ont décidé, regarde, moi, je joue professionnellement, puis ça s'arrête là, puis je vais continuer comme ça. Moi, là, j'ai une petite question, parce que là, on a parlé tout à l'heure de GTA ou, par exemple, Call of Duty. Ouais. C'est quand même des jeux... Assassin's Creed, c'est pareil, mais il y a une histoire, souvent... Moi, ce qui me gênait quand je regardais GTA la première fois, c'est comment les jeunes jouaient avec, puis ça me faisait flipper. Parce que là, il prend une voiture, puis il écrase tout le monde, machin, puis dans la c'est où il va faire la notion de parce que c'est un jeu à monde ouvert, où oui, il y a des missions, mais c'est quand même assez malsain, l'univers, quand même. Faut pas dire que ça soit quelque chose de fun, tu sais, mais là, tu voles et... Est-ce que ça incite pas les jeunes à aller de ce côté obscur des mauvaises choses? Ma question, elle est naïve, mais quelque part, je pense que moi, j'avais un jeune qui m'avait dit, on fait la part des choses entre ça et la réalité, tu sais. Mais jusqu'où ils sont capables de faire la nuance? Je pense qu'au-delà de faire la part de la réalité des choses, c'est qu'il faut comprendre que les jeux aussi sont classés comme les films. Fait que je pense qu'il y a Peggy 13, Peggy 16, machin, 18. On s'entend que GTA, c'est pas un accès général. Hein? C'est pas marqué général en bas. Ça se fait qu'il y a des enfants jeunes qui jouent à ça, malheureusement. C'est des suggestions. Hein? Aussi, au Québec, au Canada, ce sont des suggestions. Fait que donc, le parent peut très bien l'acheter pour son fils, puis le donner à Noël, puis son enfant peut avoir 8 ans, puis recevoir un GTA, puis... Just too bad. Mais, encore une fois, c'est une question d'éducation aussi au niveau des parents par rapport à ça. Donc, c'est ça. Il faudrait qu'en amont, il y ait quand même une sensibilisation pour que les parents prennent conscience de... En tout cas, il y a une sorte de responsabilité. C'est là où ça me gêne un petit peu, parce que moi, j'ai vu des enfants très jeunes, 7-8 ans, qui jouent à GTA. Oui. Puis de la manière qu'ils y jouaient, eux, ils avaient du plaisir. Puis il n'y avait pas de quelque chose. Mais ça peut amener peut-être plus tard
Je sais pas, moi, ça me mettait mal à l'aise, en tout cas. C'est sûr que dans les premiers GTA que j'ai joués, pour ma part, je devais avoir aux alentours de 10 ans. Ouais, mais c'était pas comme Ça ça. n'a pas la même chose. Par contre, on avait quand même Oui. la possibilité d'écraser le monde en véhicule. Ouais, c'est ça. On n'avait pas le C'était graphisme réaliste. quand même. C'était beaucoup moins réaliste qu'aujourd'hui. Mais je pense que c'est de faire aussi faire comprendre que OK, il y a une réalité qui bon, la vraie vie, on se conduit comme ça. Dans le jeu vidéo, regarde, il n'y a pas de conséquences comme telles, à part dire dans le jeu vidéo lui-même, la police va te suivre. Si tu te pognes, tu fais juste recommencer. Tu meurs, puis tu recommences. Contrairement dans la vraie vie, si tu fais quoi que ce soit, tu rentres dans une foule avec un véhicule, tu recommences pas. Non, tu vas le faire une fois. Tu vas le faire une fois, puis tu vas être en dedans par après. C'est ça. Je pense que c'est de faire l'éducation, de le faire comprendre aux enfants rapidement, à un jeune âge, et je pense qu'on est capable de discerner entre... Oui, mais est-ce qu'il y a des parents qui prennent le temps de le faire ou pas? C'est ça. C'est sûr que pour ma part, moi, je l'ai fait, parce que je suis coupable d'avoir laissé un enfant jouer à GTA. Par contre, c'est supervisé, je vérifie qu'est-ce qu'il fait. Quand je vois qu'il s'amuse un petit peu trop, là, tu sais, il a peut-être pas juste écraser le monde qui se promène sur le trottoir. Tasse-toi et conduis. Mais c'est fou, parce que c'est humain, parce que j'ai vu mon neveu qui jouait là-dessus, puis il l'a fait, tu sais. Puis je me disais, voyons, mais pourquoi tu fais ça? Je disais, c'est pas la vraie vie, c'est drôle. OK, là il avait compris, tu sais, c'est drôle. C'est drôle. C'est un jeu en même temps. Ouais. Moi, je trouve pas ça drôle, mais c'est peut-être parce que je suis vieux. Je sais pas, je suis pas vieux jeu, mais bon, je sais pas. Mais tu sais, il y a des organismes aussi qui aident aussi à encadrer les parents et à les aider au travers de ça. Tu sais, je pense à Gamer Mentor aussi, qui vont donner des formations justement de dire, OK, gars, voici comment vous pouvez éduquer vos enfants, voici comment vous pouvez aborder ce sujet à vos enfants, parce que des fois, on sait, des ados, c'est difficile à aborder. C'est normal, ils vont vouloir essayer des choses, ils veulent... Puis les parents qui ont peur de parler de ça avec leurs enfants. Puis c'est important d'avoir des fois les bons outils pour travailler avec ça. Mais tu sais, il y a d'autres personnes aussi qui sortaient, j'aimais beaucoup la statistique, d'ici 20 ans, plus aucune personne qui va être encore vivant aura pu jouer aux jeux vidéo. Tout le monde va avoir déjà joué aux jeux vidéo dans 20 ans. Oui, c'est sûr. Fait que donc, après ça, c'est de dire à quel niveau on est capable d'éduquer ces personnes-là pour dire, OK, comment on passe ce flambeau aux générations suivantes. Mais à partir de dans 20 ans, tout le monde va avoir joué au moins aux jeux vidéo une fois dans leur vie. Ils vont avoir compris c'est quoi. Ça va être même intégré, puisque déjà, on le voit avec les cases VR. Les cases VR, où t'es dedans, puis là, c'est génial, mais c'est flippant pareil, parce que... En tout cas, je trouve que c'est dangereux. Pas question d'être immersé dans un monde avec un casque VR. Moi, j'en ai fait juste tu te passes dans l'endroit, puis là, tu peux... Mais quand t'es en combat ou machin, c'est... Ouais, c'est vite que... Bon, c'est vite que t'accroches quelque chose, c'est pas trop attention, mais je donne juste des idées, là. Il y a un jeu de The Walking Dead. Je l'ai essayé, c'est Saints and Sinners. Il est absolument génial. On se sent comme si on serait dans un apocalypse de zombies. C'est... de toute beauté. Tu te promènes, t'es la nuit, tu vois pas bien, il faut que tu sortes ta flashlight, t'es limité, t'as des rations. On se sent vraiment comme si on serait dans l'univers. Si on tombe à terre, on a le vertige. Si on... juste d'autres jeux que j'ai joués, parce que j'ai au niveau, tu sens l'effet de vertige au niveau de la perception, tout ça, c'est fou parce que, je veux dire... faudrait qu'à la limite que tu sois attaché pour éviter justement... oui. Tu sais, parce que là, il va falloir l'adapter. Puis je me rappelle, c'était dans un film où la personne était Ready sur un... Player One. Ouais, Ready c'est ça. Player One. Puis, film, vraiment. Puis ça fait réfléchir aussi sur ce qui s'en vient, puis sur ce qui va arriver, parce que ça va vite. Puis ça évolue, la technologie, toi tu le vois, l'évolution de la technologie, ce qu'on est capable de faire, les programmes, et puis maintenant on voit les jeux, c'est quand même, ils sont très beaux, il y en a qui sont magnifiques, le graphisme, la réalité, puis là ils vont peut-être arriver avec des jeux où tu vas avoir le sensoriel en plus qui va se rajouter. Si ma mémoire est bonne, c'est Disney qui justement développe une plateforme présentement pour autant intégrer dans leur contenu, leur parc, et des rumeurs seraient qu'ils voudraient la lancer là, pour le grand public, ou est-ce que, bon, c'est une petite plateforme très petite, tu vas pouvoir marcher, bouger, tourner, tu vas avoir vraiment le plein mouvement, ça va se communiquer avec les jeux, le contenu, peu importe. Sans qu'il y ait de danger pour toi, que tu tombes ou que tu pètes quelque chose. Justement, c'est ça, tu vas pas marcher, courir, tu vas rester stationnaire, mais tu vas avoir l'effet de marcher, l'effet de courir, et... Écoute, je pense qu'on s'en va tranquillement pas vite vers quelque chose qui va être absolument incroyable. De l'autre fait, il y a également des compagnies qui, pour le casque VR, qui ont construit des vestes que, exemple, si tu manges un coup, tu vas sentir une pression. OK, quelque chose. Fait
vraiment question de s'immerser encore plus dans le jeu. Je pense qu'on a un futur qui s'en vient, là, côté gaming. C'est intéressant, passionnant, mais ça fait peur un petit peu parce que au travers des coups, tout ça, des sensations, comment ton cerveau lui comprend ça, puis comment tu peux réagir? C'est une crise d'angoisse, un arrêt cardiaque parce que tu as vraiment eu peur. Il y a toutes ces choses-là, une crise d'épilepsie, parce que, évidemment, quelqu'un qui est épileptique, déjà, il peut pas jouer à un jeu vidéo, normalement. Il va s'abstenir. Il va s'abstenir. Il y a des jeux des jeux vidéo qui sont limités vraiment à certaines personnes, effectivement. Mais vous, par rapport à e-sport, quand les élèves qui participent, est-ce qu'il y a un suivi médical? Parce que c'est quand même, tu parles de 3 heures d'entraînement, de performance. Par jour? Quand même, non, pas nécessairement par jour, mais nous autres, comme exemple, la façon qu'on fonctionne, c'est que les jeunes ont un entraînement de 3 heures par jour, mais 3 heures un soir pour une fois par semaine, puis on a un soir de match, 3 heures une fois par semaine. Donc, c'est 2 périodes de 3 heures par semaine, 2 périodes de 3 heures individuellement, donc il y a un total de 6 heures présentement. C'est pas pendant les cours? Non. Au début, le plan était effectivement d'intégrer ça à travers un encadrement de sport-études. Actuellement, on est plus au niveau du sport traditionnel, mais à l'extérieur des heures de cours normales. Donc, les matchs sont joués le soir, les entraînements sont faits le soir. Mais ils sont quand même obligés d'avoir un entraînement physique. Ils sont quand même obligés d'être suivis au niveau académique. Donc, si vous êtes en échec d'examen, bien, just too bad. Vous passez votre tour pour cette pratique-là, vous allez faire vos évaluations, vous allez faire vos études. Okay. Mais, tu sais, pas au niveau médical, par exemple. Mais au niveau médical, effectivement, on va s'assurer, évidemment, que, comme on disait au début, c'est qu'on va faire un suivi. C'est sûr que si on voit des signes avant-coureurs de problèmes de dépression, des affaires de même, ou des problèmes physiques, ou des tendinites, des affaires de même, ben là, évidemment, on a un physio, on va aller les rencontrer. D'accord. Il y a un accompagnement. Il y a un accompagnement qui est là. Même au niveau nutritionnel, on essaye de dire aux jeunes, mais gars, voici un genre de menu que tu devrais avoir. On t'oblige pas, je te tordrai pas en bas, je t'empêcherai pas de manger la poutine chez vous, mais je t'invite à manger peut-être plus de légumes, plus de telle affaire, parce que ça va augmenter peut-être tes oméga 3, ça va aider à te concentrer, ça va t'aider à te performer un peu plus. Fait que c'est comme n'importe quel athlète, quand on fait un bon régime, on assume ça. Bon, moi, ça, c'est positif. Oui. Puis, tu vois, par rapport à, disons, un événement méta, dans les observations, est-ce que tu vois les deux excès, disons, celui qui joue par plaisir, celui qui joue par performance, tu les vois, vous les voyez, parce que je sais pas si tu y es aussi, toi. Oui. Donc, vous les voyez, c'est... qu'est-ce qui vous frappe là-dedans parce que là, en fait, ça vient un peu de partout. Puis là, est-ce que c'est vraiment fait partie d'un univers uniquement geek ou c'est plus vaste? Ben, il y a différents types de personnes, vraiment. Tu t'en as qui vont être le classique, qui a l'air d'un gamer, que le monde se fait l'image. Mais c'est-à-dire, alors, juste pour l'image, c'est drôle, c'est la casquette à l'envers, c'est souvent, tu sais, qui a de l'air endormi, tu sais, paresseux un peu, un affaire comme ça. Là. Le sac de chips, le Mountain Dew. Il y en a comme ça. Mais j'en vois aussi des gars là, qui sont vraiment en forme, puis qui s'entraînent, puis sont shapés. Tu sais, c'est juste... Faut arrêter d'avoir cette image-là tout le temps. Oui, les stéréotypes. On en voit vraiment des différents genres. Là. Puis même, mon beau-père, il a ton âge, puis il joue aux jeux vidéo. C'est ça, mais peut-être pas aussi intensément, mais oui, j'ai de l'intérêt, puis ça dépend du type de jeu aussi. Puis qu'est-ce que moi, ça peut m'amener Qu'est-ce que je peux amener au jeu, comment on appelle ça? Comme un échange. En tout cas, moi, dans le gaming, c'est ça qui me plaît. Oui, puis je vois des fois... De décider qu'est-ce que je vais faire. Les jeux où il faut que tu fasses qu'une chose, puis que ça m'intéresse pas. Parce que là, ça devient... En tout cas, je trouve j'écoute des émissions sportives, des fois, qui suivent les joueurs du Canadien, exemple, puis les gars le disent, dans leur passe-temps, ils adorent, exemple, jouer à Call of Duty ou des affaires comme ça. Fait que, tu peux être un athlète puis jouer beaucoup aux jeux vidéo pareil. Oui, parce que c'est un côté, comme moi, quand je joue, ça me sort de mon quotidien d'intervenant ou de ce que je peux vivre, ça me fait sortir de ça, ça me met dans un univers. Mais je suis pas dans une compétition, mais dans le e-sport, là, ce que tu me parles, c'est sûr que là, vous les préparez, vous les conditionnez quelque part, en fait. Ben oui, mais c'est ça, c'est d'amener une discipline de travail au travers de ça, puis c'est d'amener aussi un esprit d'équipe. Parce que souvent, c'est comme... Là, OK, ça, c'est intéressant. Parce que ces jeunes-là, souvent, ils arrivent justement de chez eux, sont habitués de jouer, mettons, avec 2-3 amis ou des affaires comme ça, mais ils n'ont pas la discipline de dire, OK, ben le travail d'équipe, c'est la communication, c'est ça, c'est la préparation. Donc, on amène à différents niveaux ça. Mais,
sais, puis souvent, présentement, nos équipes, c'est qu'on n'a pas 36 joueurs pour une seule équipe. On en a 5 ou 6. Mettons, une équipe de League of Legends, comme on parle, c'est 5 joueurs. Bien, souvent, on en a 6 ou 7 présentement. Fait que ces jeunes-là, ils arrivent, ils ont différents niveaux, ils ont différentes orientations de jeu, ont différentes habitudes. Donc, c'est de rassembler tout ça et de dire, OK, bien, comment vous êtes capable de travailler ensemble, puis comment on est capable de faire évoluer pour que ceux-là qui sont plus bas, peut-être, qui sont moins bons, bien, ils peuvent arriver au même niveau que les meilleurs, puis continuer à évoluer positivement. C'est ça. Puis, dans tout ça aussi, parce qu'il y a le côté, quand tu es à ce niveau-là, ben, il faut que tu sois capable, ta compréhension de l'outil, enfin, disons, soit de la console, soit de l'ordinateur. Dans le portrait d'un geek, il s'y connaît quand même en informatique, un peu. Oui ou non? Il y en a que non. Personnellement, moi, ça m'a apporté certaines connaissances. Je pense que ça m'a apporté aussi vers mon choix de carrière, le fait d'être gamer, d'être sur PC surtout. Question console. Console, c'est facile. Ouais, console, dans le temps, on prenait le CD, on mettait ça dedans. Aujourd'hui, on ouvre la console, on pèse sur le bouton, ça fonctionne. C'est ça. PC, fut un certain temps, on mémoire, téléchargeait le jeu. Là, on avait une erreur. Pourquoi qu'on a une erreur? Manquait tel fichier? OK, il fallait aller chercher le fichier, la dépendance. Bon, parfait. Là, on avait des problèmes de stabilité avec le jeu. Il fallait aller chercher les pilotes de cartes graphiques. OK, parfait. Fait qu'on faisait ça. Aujourd'hui, je dirais que ça s'est beaucoup replacé, question de gaming PC. Il reste encore une certaine fois qu'on a certains petits bugs. Des fois, une petite mise à jour a passé, ça brise quelque chose, Windows a fait quelque chose que le jeu refuse d'ouvrir. Fait je pense que pour jouer sur PC, ça peut peut-être développer chez certaines personnes une capacité de faire de la recherche. Ouais. Et une capacité d'apprendre à arranger certains aller plus loin. Chez d'autres personnes, ils vont juste le mettre de côté, ils vont venir le porter à un professionnel. Regarde, arrange-toi, mon jeu parte. Ouais. Merci. Mais ça, dans les cours, dans les sports, est-ce que vous les sensibilisez à ça aussi, à bien connaître les fichiers, ces choses-là? Il y en a plusieurs qui sont habitués déjà de travailler avec ce genre de méthode-là, mais c'est sûr que on ne demande pas à personne d'être un professionnel au niveau Non, sans ça, mais parce que ça prend un minimum quand même. Il y a des choses que moi, de pilote, tout ça, que moi... Non, c'est ça. Mais tu sais, généralement... L'intérêt aussi, parce qu'on va avoir de l'intérêt aussi pour... Nous, on a un encadrement, évidemment, avec les services de TI, nous autres du cégep, donc les personnes sont adéquates pour supporter ça. D'accord, OK. Mais au-delà de ça, c'est souvent nos jeunes de e-sport, ils arrivent, eux autres, ils sont un peu comme des sportifs, sont un petit peu... sont superstitieux, ils ont leur clavier, ils ont leur souris à eux, ils sont habitués de travailler avec leurs outils. Fait qu'ils vont brancher leurs affaires à eux, ils vont s'être habitués de travailler avec ça. On le voit aussi au niveau de la console, avec les plus jeunes, ils ont leur manette, ils ont leur design, ils ont leur façon avec leurs boutons. Oui, parce qu'ils sont habitués. Ils sont habitués avec leur configuration. Puis je pense que toi aussi, tu dois être comme ça. Même moi, avec ma manette, même mon joystick est brisé parce que mon frère a pilé dessus. Mais je joue pareil avec cela, pareil, parce que j'aime mieux celle-là, j'aime mieux la sensibilité. C'est comme... T'es habitué avec ça, tu joues avec ça. Pour la faire réparer. C'est ça. Tu viendras me voir. J'ai fait le joystick, s'il y a quelque chose, il n'y a pas de problème. Tu fais ça aussi, le joystick? Oui, j'en ai Il y a tellement de configurations que tu peux faire. Là. Je travaille avec un jeune, justement, puis il a comme 16 ans, puis il vient de se commander une manette des États-Unis qu'il a toute personnalisée au complet pour sa Xbox. Là. Il a payé 500$ pour sa manette. Là. C'est incroyable. Le capote, là. Tu peux tout changer, justement. Il n'y a plus de limite de prix maintenant. Autant que ce soit les manettes, que ce soit les claviers, que ce soit les souris. On peut voir du bas de gamme avec le petit clavier qu'on a bureautique, autant qu'on a des claviers mécaniques avec les touches, avec un certain niveau de pression à atteindre grammes. Des touches qui peuvent se remplacer. C'est ça. Échangeables avec les couleurs, le poids, et ainsi de suite. C'est fou, parce que là, quand on parle de compétition, c'est sûr que je peux comprendre que ça rentre en ligne de compte. Oui, tout à fait. Mais ce qui est intéressant, qu'il y ait les deux, que celui qui vient avec sa vieille console, parce que lui va être performant là-dessus, puis que t'as l'autre qui a le truc, le high-tech, le machin, parce que lui, ça lui prend ça. C'est fou quand même. C'est là qu'on voit aussi qu'au niveau, quand il faisait tantôt la référence avec les jeux de AAA, les grands titres qu'on voit aujourd'hui, qui demandent beaucoup de graphiques, ben, au niveau du e-sport, il y a tout à fait raison de dire qu'on n'a pas besoin de tous ces beaux graphiques-là. Plusieurs, même de joueurs professionnels e-sport, vont même diminuer la qualité graphique pour avoir une meilleure visibilité dans le jeu. On préfère ne pas avoir d'ombre, ne pas avoir de zone d'ombre pour pouvoir voir le joueur caché dans le coin qui devrait être dans l'ombre normalement. D'accord, pour être proactif et être plus rapide que lui. C'est ça, avoir plus de luminosité, avoir plus de couleurs dans certains endroits. On va essayer aussi, parce que comme les jeux de tir à la première personne, la majorité des systèmes fonctionnent avec le nombre d'images par seconde. Fait que donc, plus l'ordinateur a d'images par seconde, plus il y a de chances que ta réponse du serveur ou ta réponse de l'autre côté soit plus rapide. Ah oui. Fait que donc,
pour deux personnes qui vont tirer en même temps, celui-là qui a 150 images par seconde, l'autre qui en a 60, mais c'est 150 images par seconde qui va gagner. Mais c'est sûr, des jeux vidéo multiplateformes, PC, console, la console est un petit peu désavantagée. Oui et non. Ça, ils ont fait une contrebalance pour ce genre de système-là. Parce qu'il y a des systèmes, évidemment, qui sont multiplateformes, comme il dit, où on a le Xbox, la PlayStation 4 qui vont pouvoir jouer contre les personnes sur PC. Mais à l'avantage des consoles, des fois, les zones de tir, en réalité, la zone où on peut tirer sur quelqu'un va être des fois plus large. Oui, l'aide à la visée aussi. L'aide à la visée va assister. Là aussi, ouais. Fait qu'on n'a pas la même précision qu'une souris, évidemment, parce qu'on peut aller chercher le pixel près à la souris, mais on a une chance de tir plus large pour la console qui va permettre le joueur à être équivalent ou des fois même meilleur des fois sur la console. Ouais. C'est fou parce que là, tu m'as un truc, je vois que le temps va me manquer, mais je rebondis sur quelque chose. Je peux pas le faire parce que le temps va être trop court. Mais en fait, en général, pour finaliser un petit peu notre échange, puis qui a été vraiment intéressant, moi j'apprends plein de choses. C'est sûr qu'il y a beaucoup de termes techniques qui me déphasent, mais je comprends le fond. C'est ça qui est intéressant. Puis chacun avec votre expertise dans votre domaine, j'espère que les gens, vous allez être éclairés un petit peu, de mieux comprendre que reste que derrière ça, c'est un milieu de passionnés quand même. Absolument. Parce que je sais que toi, Patrick, tu es un passionné dans ce que tu fais. Oui. Puis je le comprends. Moi, je suis un passionné dans ce que je fais. Et ce que je vois, Stéphane, c'est la même chose. Puis toi, là, pareil, tu sais, il y a quelque chose là. Antoine, toi, tu es en devenir. Mais, tu sais, ta passion, je sais que tu fais pas uniquement du jeu vidéo, t'aimes ça, mais il y a d'autres choses qui t'intéressent, qui sont avec la réalité, la vraie vie. Donc, ça me rassure, c'est qu'il y ait des jeunes qui soient comme ça. Puis je le sais, tu sais. Mais reste que ce qui est intéressant, c'est que c'est passionnant. Moi, j'ai pas la technicité ou peut-être tous les termes que vous avez, mais ça me passionne. Je vous entends parler là, puis j'embarque et je le comprends, même si j'ai pas les termes techniques. Tu sais. Puis ça m'hallucine parce que je viens d'apprendre des choses ce soir. Donc j'espère que chez vous ce soir, vous allez apprendre des choses, des termes techniques un peu qui vous ont dépassé comme moi, mais que dans la globalité, vous voyez quand même qu'il y a une évolution. Puis vers où va le jeu vidéo, puis peut-être de quelque chose qui peut être un bon outil aussi pour éducatif, parce qu'on voit maintenant, ça s'enseigne au cégep, tu parlais d'université aussi. Oui. Donc, puis qui amène à des professions, à une réalité, parce que le monde évolue vite, et que c'est sûr que moi, de ma génération, je suis dépassé, mais reste que ça m'intéresse. Fait que je suis peut-être derrière, mais je suis dedans pareil, parce que ça m'intéresse, puis je dis, waouh, tu sais, il y a des jeunes qui sont, elle a dû me parler de champions du monde, des choses comme ça. Donc, oui, il y a des débouchés, pas tout le monde, mais c'est de trouver, faire la bonne part des choses sur faire attention, être quand même vigilant avec ses enfants, comme tu le fais avec tes enfants, Patrick, ou même toi, Stéphane, j'imagine. Oui. Les tiens sont encore un peu jeunes. Et puis toi, t'as le temps d'en avoir, je pense pas. Attends, pour ça. Mais oui, c'est trouver un équilibre là-dedans, justement, pour que ça reste quelque chose de ludique aussi, parce qu'il faudrait que ça reste ludique. Puis derrière la passion, on peut être passionné dans différents domaines, hein, mais le jeu vidéo fait partie. Puis moi, ça m'intéressait. Et je vous remercie beaucoup de votre participation, puis de vos éclairages, ce que vous avez amené. Puis je vois que j'ai affaire à des passionnés, puis ça c'est pile poil dans ma range, dans le range de mon émission. Fait que je vous remercie beaucoup de votre écoute, de votre fidélité. J'espère que vous avez apprécié cette émission un peu plus complexe, différente des autres, mais tellement intéressante. Fait que je vous dis rendez-vous pour la semaine prochaine et je vous souhaite une bonne soirée.